Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre et ces échanges qui vont venir. Alors, en propos liminaire, il est toujours intéressant de s'intéresser à une presse qui est publiée dans une certaine langue, mais qui est publiée dans un espace géographique qui n'a rien à voir, en tout cas de manière immédiate, avec cette langue. Et effectivement, là, aujourd'hui, nous allons parler de la presse en langue arabe, mais je pense qu'il y a eu aussi des expériences ici ou là de presse dédiée à un certain public. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'intéresser à ces publications parce que derrière l'histoire de ces journaux, de ces publications, et même ces sites en ligne aujourd'hui, il y a bien entendu des considérations d'ordre politique, d'ordre sociologique, d'ordre démographique. Il y a quelques années, au monde diplomatique, un chercheur du nom d'Arthur Asraf avait publié un article justement sur les débuts de la presse au Maghreb. Alors, c'était de règle générale. Et dans son article, il donnait quelques indications qu'on retrouvera peut-être dans le débat, où il avait beaucoup insisté notamment sur l'importance et les conséquences de l'émigration de populations libanaises, syriennes, notamment en Amérique latine, en Amérique du Nord, et que ces émigrations avaient logiquement généré des publications dans cette langue. J'ai appris à l'occasion de cet article qu'il a existé à New York, aux États-Unis, un des premiers quotidiens en langue arabe, Kawkab America, donc l'étoile de l'Amérique. C'est donc un quotidien et qui a fait son apparition en 1898, c'est-à-dire bien avant les publications papier dans de nombreux pays arabes, à commencer par le Maghreb. L'autre chose qui était intéressante, c'était de voir parfois les motivations de ceux qui publient ce genre de journaux. Et on avait l'exemple des puissances coloniales qui ont encouragé la création de journaux de langue arabe tout autour du pourtour méditerranéen pour justement disputer à leurs concurrents une place de choix dans l'imaginaire des pays du sud de la Méditerranée. Et comme exemple, je vous donnerai le Mustaqil, qui est un journal qui a été publié en Sardaigne à l'initiative des autorités italiennes. Tout cela se fait en 1880, fin du 19e siècle. Les autorités italiennes à l'époque, estimant que ce journal allait les aider à prendre le contrôle de la Tunisie, puisque la France n'était pas encore définitivement implantée en Tunisie. Et ce journal, dont le rédacteur en chef était quelqu'un originaire du Liban, a essayé de promouvoir l'image de l'Italie. En vain, comme vous le savez, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle en Italie le coup de Tunis, la France supplantant l'Italie et prenant le contrôle de la Tunisie. Voilà, donc pour discuter justement à la faveur d'une publication collective de ce thème de la presse en arabe hors de l'ère arabophone, nous avons avec nous Franck Mermier à ma droite, qui est anthropologue, qui est directeur de recherche au CNRS. Avec lui, nous allons très certainement parler de la presse arabe à Paris et à Londres, mais aussi d'une autre scène médiatique qui est en exil, parce que souvent c'est l'exil qui considère qui impulse la naissance de ces publications. Et là, donc, la scène médiatique syrienne en exil. Madame Camilla Pastor, qui elle aussi est docteur en anthropologie, vous êtes enseignante, vous travaillez au Centre de recherche et d'enseignement économique à Mexico, le CID, et vous avez beaucoup travaillé, vous me disiez avant la séance que c'est pratiquement 20 années de recherche et de travail sur cette thématique, à la fois des minorités qui peuvent exister en Amérique latine, mais aussi de ce que ça a pu générer comme création journalistique et voire même culturelle générale. Alors nous attendons
Amal Nader, qui est directeur des sciences qui est docteur des sciences de l'information et de la communication, qui est aussi journaliste et enseignante à l'Institut catholique de Paris. Elle devrait nous rejoindre. On vient d'avoir quelques nouvelles d'elle. Elle cherche à se garer. Et pour elle, la thématique, ce sera la presse arabophone actuelle au Royaume-Uni, sachant que l'intérêt pour cette presse arabophone a de tout temps existé, notamment depuis, je pense, la fin des années 80, avec les guerres du Golfe, le jeu de puissance d'acquisition de tel ou tel journal, mais elle évoquera aussi des crises un peu plus récentes, comme celle du blocus du Qatar en 2017, et plus récemment des tensions qui ont pu apparaître entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en 2021. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Franck Mermier pour il a 15 minutes pour nous présenter les principaux points de son travail. Et puis, j'aurai une petite réaction où Madame Pastor réagira elle-même. Et puis, on passera à l'exposé suivant. Merci beaucoup, Akram Belkaïd, et merci au Carep pour son invitation. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de présenter ce numéro, enfin une partie de ce numéro, puisque il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés. Alors, je vous signale que la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, donc c'est le numéro 152, sur la presse arabe, ou plutôt la presse en arabe, hors de l'espace arabe, est disponible en ligne. Hein. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'AREM et tous les articles sont disponibles. Et parmi ces articles, effectivement, il y a donc le Mexique. On a parlé d'Amal Nader sur la presse arabe à Londres et notamment Al-Quds Al-Arabi, Sharq Al-Awsat et El Hayat. Mais il y a aussi le premier journal à Paris, Birgis Baris, 1858. Il y a aussi un article sur le journal de Yacoub Sannour qui est venu à Paris, donc sur Abu Nazarat, hein, donc qui était aussi implanté à Paris. Et il y a aussi un article sur la presse sénégalaise. Un article qui est, elle, en arabe, qui est né après l'indépendance du Sénégal. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Il y a aussi des entretiens avec le responsable de la bibliothèque nationale, de la BULAC, la bibliothèque des langues orientales, sur les collections de la presse arabe à la BULAC. J'ai fait un entretien également avec un journaliste syrien, Bachir El-Bakr, qui a une longue aventure au sein de la presse arabe. Et puis, il y a aussi des articles sur, par exemple, un journal arabe qui est né en 1984, qui est à Paris, Al-Yom As-Saber, qui, le 7e jour, qui, pour beaucoup d'intellectuels arabes, a été une référence très importante. Hein, il est né en 1984, il a cessé en 1991, et il était, lui, sous l'égide de l'OLP, mais il était pan-arabe, c'est-à-dire qu'il était rédigé par des auteurs du Maghreb et du Mashrek, et il était aussi diffusé dans l'ensemble du monde arabe, si la censure le permettait, évidemment. Mais à partir de Paris. Je vois que nous accueillons Madame Amal Nader, merci d'être venue. Et puis, j'ai également écrit avec Adélie Chevet un article dont je vais parler tout de suite, c'est Al-Jumouria, un article sur le site électronique en ligne Al-Jumouria, donc qui a été lancé par un certain nombre d'opposants syriens en 2012, autour notamment d'une figure très connue, intellectuelle et politique connue, qui est Yassine Haj Saleh. Et cet article a été donc écrit à deux mains. Et je voudrais dire aussi que ce numéro donc a été dirigé par Diana Cooper-Richet et moi-même, donc à partir d'une table ronde qui s'est tenue en décembre 2016, qui avait été organisée par Transfo Presse. C'est un réseau en fait de chercheurs qui travaillent sur la presse, les presses étrangères dans différents pays du monde. Voilà. Alors la question de la presse arabe ou la presse en arabe, déjà, elle se pose parce que effectivement, on peut se dire c'est une presse d'abord qui a été choisie parce qu'elle est écrite en arabe, mais est-ce qu'il s'agit toujours d'une presse arabe dans le sens nationalitaire du mot ou identitaire? C'est pas toujours le cas, évidemment, puisque à Istanbul, par exemple, à l'époque sous l'Empire ottoman, il y avait des journaux
journaux en arabe, mais on ne peut pas dire que ce soit des journaux qui appartenaient à un monde arabe qui, à l'époque, était encore n'avait pas encore de frontières bien définies, etc. Et puis, par exemple, je prends aussi dans l'introduction un autre exemple, c'est l'exemple de la presse du Hadramaut. Le Hadramaut, donc, qui est actuellement au sud Yémen, mais à l'époque, au 19e siècle, 19e siècle, n'appartenait pas au Yémen. Et les gens du Hadramaut ne se considéraient pas comme yéménites. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils seraient peut-être un jour yéménites. Et donc, lorsqu'on parle de la presse en arabe du Hadramaut qui existait à Singapour et en Malaisie, qui était une presse très importante au 19e siècle et au début du 20e siècle, eh bien, on parle de presse arabe, de presse hadrami en arabe, mais on ne peut pas parler de presse yéménite. Hein, alors qu'aujourd'hui, dans les histoires de la presse, elle est recensée comme presse yéménite, etc., etc. Et puis, évidemment, on a les journaux, les périodiques, cette presse qui, pour des raisons de propagande, sont créées notamment par les puissances coloniales à des buts politiques. Vous avez cité El Mustaqil qui était en Sardaigne, qui a été créé par la puissance italienne, par le pouvoir italien. Dans mon introduction, je cite alors, il y a plusieurs petits revues créées par les Français, notamment Al-Mustaqbal, juste avant la Première Guerre mondiale, pour essayer de faire une politique d'influence dans les pays arabes, etc. Mais il y a aussi, par exemple, à l'époque de Vichy, en 1942, la création de At-Tafahum, c'est un journal en arabe pour avoir une certaine influence sur les pays d'Afrique du Nord et qui a existé très peu de temps. Mais ça montre que c'était une presse en arabe, mais qui n'était pas arabe dans le sens où elle n'appartenait pas à un pays arabe, etc. Donc, et c'est une presse aussi qui est très liée à la migration. Vous avez mentionné la question de la migration. Effectivement, en Amérique latine, en Amérique du Nord, il faut savoir que le Brésil, alors on a à notre disposition un travail fabuleux d'un chercheur libanais qui s'appelle Philippe de Tarazi, qui a écrit dans les années 30 un ouvrage sur l'histoire de la presse arabe. C'est un ouvrage en arabe, Histoire de la presse arabe. Et il dit qu'en 1929, il y avait à peu près 80 journaux et périodiques arabes au Brésil. Et le Brésil, c'était le pays qui concentrait le plus de journaux et périodiques arabes à cette époque. Et bien sûr, il y en avait aussi une dizaine en Amérique du Nord, déjà en 1910, etc., etc. Alors, ces journaux, ils avaient différentes motivations. Hein, il y avait différentes motivations derrière la création de ces journaux. Il y avait certes ils étaient certes le support d'idées nationalistes, idéologiques, c'est-à-dire d'idées politiques en fait, hein, notamment pour ce qui concerne le nationalisme arabe, mais aussi le nationalisme syrien ou libanais, hein, notamment qu'on sait que Antoun Saadé, le fondateur du Parti syrien national social, a aussi fait un détour par l'Amérique du Sud, en Argentine, etc., et qu'il y avait des journaux qui soutenaient ce type d'idées, mais aussi l'idée du Liban, l'idée libaniste, hein, et donc il y avait des journaux qui prônaient un Liban indépendant, etc., etc. Mais il y avait aussi une dimension parfois constitutionnelle, c'est-à-dire notamment aux États-Unis, il y a eu quelques études qui ont été faites sur ces journaux, comme celui que vous avez cité, Kaukab America, etc., qui montraient le lien entre certains journaux et des communautés confessionnelles, druzes, maronites, sunnites, etc. Donc, il y avait aussi une relation communautaire qui pouvait exister. Alors, vecteur d'idées politiques, mais aussi, donc, aussi lien à la communauté, ce qui est très important. Et puis, un autre élément aussi, c'est la question des centralités géographiques. Alors, je viens un peu de le mentionner, c'est-à-dire l'Amérique latine, et puis après, mais aussi les États-Unis, puis l'Europe aussi, Paris et Londres. Alors effectivement, Paris a été un centre très important de la presse arabe, grâce aussi au fait qu'il y a eu la loi sur les publications en 1881, avec la liberté de la presse, qui a permis de faire non seulement fleurir la presse arabe, mais aussi la presse française de façon générale. Hein. Et puis Londres également, pour des raisons aussi politiques, puisque ces deux puissances rivalisaient sur le Proche-Orient et sur le Maghreb, etc. Et donc ces centralités, donc, disons, se déplacent, si on peut dire.
Istanbul à l'époque ottomane, mais aujourd'hui, beaucoup moins, bien sûr. Il n'y a plus, évidemment, cette efflorescence qu'on a connue autrefois. Paris, ça a perdu de son importance au profit de Londres. Et Paris avait gagné cette importance après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la guerre du Liban, lorsque différents journalistes libanais ou patrons de presse, d'entreprises de presse, sont venus s'installer à Paris. Et donc, on crée des journaux, des revues, etc. Et Salam Kawakibi connaît beaucoup de choses sur cette question, puisqu'il a étudié ce dossier. Et dans le même temps, ça a été aussi le lieu de rivalité interpolitique. Notamment, on sait que beaucoup de ces journaux ont ensuite été pro-irakiens jusqu'au 1991, la première guerre du Golfe, où là, elles sont passées sous la coupe de l'Arabie Saoudite. Et puis, à Londres, on sait aussi, mais je crois que Amal Daner va nous en parler, qu'il y a des journaux qui sont de différentes, qui ont différentes puissances politiques derrière, notamment les Émirats, comme l'Arabe, l'Arabie Saoudite et Qatar, évidemment. Et donc, j'ai fait un entretien avec Bachir El-Bakr, qui, lui, travaille pour un journal qui est financé par, qui est publié à Londres, qui est financé par Qatar, c'est Al-Arab El-Jadid, hein, il est même au sein du comité de rédaction, etc. Et on voit justement à travers son parcours aussi les différentes formes d'allégeance de la presse et les transformations aussi de ceux qui financent les transformations politiques qui se reflètent dans le financement de cette presse, puisqu'on est passé, on peut dire, des puissances coloniales, ensuite pour puissance coloniale et puissance communautaire, ensuite, bien sûr, ottoman, qui était dans le même temps, et puis ensuite l'Irak, hein, l'Arabie Saoudite, et aujourd'hui de nouveaux acteurs comme Qatar, les Émirats, etc., etc. Donc on voit en fait qu'il y a un déplacement aussi des transformations politiques au sein de la presse et de son financement, avec évidemment un moment aussi très important qui a été l'irruption du numérique, et ce qui a bouleversé aussi le paysage médiatique. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je veux juste donc dire quelques mots sur la question aussi de la Al-Jumhuriya, sur ce site en ligne qui a été créé en 2012, d'abord d'une façon clandestine, hein, dans une Syrie en pleine ébullition, en plein soulèvement, révolution, hein, et donc avec de groupes de militants. Alors aujourd'hui, on dit plus militants, on dit activistes. C'est drôle parce que effectivement, ça vient en fait du vocabulaire des ONG, de la société civile, comme si militant, ça a quelque chose d'un peu ringard en fait. Mais bon, en fait, on peut militer aussi pour de justes causes. Donc, militant pour une Syrie laïque, j'insiste, et démocratique. Pourquoi j'insiste laïque? Parce que justement, on va voir après que cette orientation a eu des effets aussi sur non pas sur la composition, mais sur l'organisation du journal. Donc, ce noyau de fondateurs et d'animateurs de cette revue en ligne Al-Jumhuriya, qui signifie la République, va ensuite essaimer, bien sûr, puisque la répression féroce va obliger ces militants à sortir, à quitter le pays, et beaucoup vont se retrouver à Istanbul. Et finalement, Istanbul, ça va être un moment assez important. Alors d'autres vont se retrouver en Allemagne, d'autres en France, etc. Mais Istanbul va être un moment important, disons la Turquie, parce que ça va être le moment où cette revue va véritablement s'institutionnaliser, c'est-à-dire va avoir un financement pérenne, alors d'organisations non gouvernementales, qui est principalement européennes, qui vont financer cette revue. Et puis, il va y avoir aussi des rubriques qui vont être créées, donc une périodicité régulière, ce qui est très important. Et ça va devenir en fait une tribune pour de nombreux Syriens, et notamment toute cette frange qui prône et qui combat pour la démocratie et la laïcité en Syrie. Et dans le même temps, c'est une revue de gauche. Et donc, va se poser le problème, et Adélie Chevet, celle qui a écrit, la co-rédactrice de cet article, va s'emparer d'un dossier très important, c'est la gauche et la question de la liberté.
Et pourquoi ça se pose de façon extrêmement importante dans le cas syrien? C'est parce qu'une partie de la gauche à l'extérieur de la Syrie, même en Syrie, enfin, on peut même plus, c'est même plus qu'est-ce qui signifie gauche d'ailleurs dans cette question-là, mais en tout cas vont avoir des positions contre la révolution syrienne. Et donc, ça va particulièrement perturber nos militants de gauche syriens qui, eux, évidemment, sont pour la révolution et vont se demander pourquoi cet anti-impérialisme va dévorer, en fait, des positions de principe pour la démocratie, démocratisation de la société syrienne. Et donc, il va y avoir des débats très importants qui vont avoir lieu au sein de la revue et dont fait écho justement l'article, enfin la partie de l'article rédigée par Adélie Chevet. Ensuite, laïque et démocratique, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, en Turquie, où se trouvait une grande partie des militants ou des animateurs de la revue, disons, eh ben la Turquie va se transformer drastiquement après 2016. C'est-à-dire l'atmosphère va devenir de plus en plus dure pour justement l'expression publique et l'expression politique. Et donc, de plus en plus de Syriens qui s'identifient à ce spectre politique vont chercher à quitter le pays. Et donc, on va avoir beaucoup de personnes qui vont quitter la Turquie pour aller en Allemagne, en France, d'ailleurs. Et donc, finalement, le noyau, j'allais dire turco-syrien, va s'affaiblir en termes numériques. Hein, et la plupart des animateurs de cette revue vont se retrouver ailleurs. Alors, cette revue, effectivement, il faut aussi l'étudier, mais ça, j'aurais pas le temps d'en parler, il faut aussi l'étudier dans son contexte, c'est-à-dire que le contexte de la révolution syrienne en 2011-2012, qui va voir se créer un grand nombre, des centaines de sites internet, de revues, de périodiques, de sites d'information, puisque justement l'information, c'était le cœur du combat pour justement contrer le régime de vérité, si on peut appeler ça régime de vérité du régime Assad, pour imposer justement une information qui soit considérée comme proche des faits et de la vérité. Et donc cette lutte pour l'information va être un élément crucial de la révolution syrienne. Et on va voir se multiplier le nombre de journalistes, alors qu'on appelle journalistes citoyens, mais beaucoup d'entre eux n'aiment pas ce terme, cette appellation, mais de ceux qui vont justement faire des reportages, être sur le terrain pour montrer ce qui se passe et pour contrer la propagande du régime. Hein. Et donc, de cette centaine de plus de 300 en fait journaux périodiques, sites vont être créés, sites d'information vont être créés dans les années 2012-2013, et puis ensuite, peu à peu, un grand nombre d'entre eux vont disparaître, notamment ceux qui étaient les plus indépendants en fait. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, Al-Jumhuriyya, c'est un site transnational qui a une dimension transnationale et qui est comme une espèce on pourrait presque dire une espèce d'atelier de formation intellectuelle aussi pour de nombreux Syriens qui vivent en exil et à l'étranger, puisqu'il se fait à la fois il se fait l'écho des débats qui existent sur la société syrienne et en même temps, il essaye, à travers justement beaucoup de traductions de textes étrangers, de faire avancer également la compréhension de la société et du monde aussi. Et je terminerai là-dessus, le slogan d'Al-Jumhuriyya, c'est « Le monde en Syrie et la Syrie dans le monde ». Donc, ce qui veut bien dire aussi que ce caractère transnational était déjà inscrit aussi dans ses fondations. Merci. Merci, cher Franck Mermier. Effectivement, vous avez cité plusieurs catégories. Alors, je vais vous demander une réaction rapide. Est-ce que vous avez aussi travaillé ou envisagé de regarder ces publications, en tout cas ces médias arabophones, mais qui sont aujourd'hui de l'initiative de pays non arabes qui sont la France, je pense à chaîne d'information France 24, RMC à l'époque d'Oualia, les États-Unis avec le Harra, c'est aussi un des acteurs du paysage médiatique arabophone, ça aussi. Alors, effectivement, juste, ça me permet justement de préciser un point, c'est la presse. Donc, on a eu une définition assez classique de la presse, c'est journaux et périodiques.
Effectivement, Presse écrite. presse écrite C'est plutôt. pas un journaliste de presse écrite qui va vous contredire, mais... Oui, de toute façon, exactement. Mais effectivement, d'autant plus que ça nous semblait être un versant un petit peu négligé des études sur les médias arabes, parce que lorsqu'on utilise le terme soit presse, soit média, on a en fait une inflexion différente. Et lorsqu'on dit média, on pense aux médias audiovisuels. Et effectivement, le paysage satellitaire arabe est extrêmement riche et ne peut pas se limiter à seulement ce qui est institué ou créé par les pays arabes eux-mêmes, mais c'est ce que j'appelle l'espace arabe médiatique, inclut évidemment les médias dont vous parlez. Et ils incluent les médias dont vous parlez, d'autant plus que cet espace médiatique arabe est une sphère de lutte, de rivalité. Et alors après, ce qui manque, alors on a beaucoup d'études sur ces médias en fait, enfin en tout cas les médias arabes d'une façon générale, audiovisuels, hein, mais ce qui manque souvent, c'est la question de la réception. Parce que s'il y a un mot que n'aiment pas trop les médiologues, si on peut appeler ça comme ça, les spécialistes, c'est la notion d'influence. On ne sait pas, en fait, on peut regarder la télévision puis faire autre chose. On peut repasser en regardant la télévision, on peut penser à autre chose, etc. Et donc l'influence, en fait, elle n'est pas calculable. Donc il faut véritablement des études d'ethnographiques, d'une certaine façon, pour pouvoir la mesurer. Et donc c'est pour cela que, effectivement, on peut parler de ceux qui émettent, ceux qui produisent, de comment ça se passe à l'intérieur, mais on ne peut pas savoir finalement quel est l'état de la réception de ce type de médias dans le monde arabe. Merci. Camilla Pastor, dans l'espace francophone, en tous les cas, mais je pense aussi dans plusieurs points du monde arabe, on découvre parfois avec beaucoup d'étonnement ou de fierté que telle ou telle personnalité sud-américaine ou d'Amérique latine ou d'Amérique centrale et finalement a des noms, une connotation arabe et que finalement ce sont des gens d'origine arabe. Mais en même temps, comme je le disais dans mon introduction, vous avez travaillé sur ces sujets-là pendant une vingtaine d'années. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui et comment ça a pu se décliner avec la presse, sachant que c'est une actualité qui continue aujourd'hui, puisque dans tous les domaines, y compris sportifs. Je pense notamment au club de football chilien, le Palestino, qui fait beaucoup parler de lui, par exemple. Là, vous m'entendez? Bon. Et c'est fascinant, en fait, d'écouter à ces groupes de collègues parce qu'on met une étude de cas dans un contexte beaucoup plus non. Et moi, je vais vous parler effectivement de ce qui s'est passé avec la production de la presse dans ce qu'on pourrait appeler les migrations américaines ou les mahjad américains pour des gens qui quittaient essentiellement vers le dernier tiers du 19e siècle, ce qui étaient les provinces arabes encore d'un empire ottoman, donc la Syrie et le Liban éventuellement. Non. Et ce qui est important de souligner, je crois, est le côté transnational de ce qui s'est passé déjà à ce moment-là, mais on trouve que ça se soutient pendant tout le siècle et demi déjà, des migrations qui continuent. Et c'est très important de reconnaître en fait que la presse le reflète, qu'on trouve une presse que reflète déjà les transformations de ce dernier moment ottoman et les déplacements qu'on connaît en fait des journalistes émergents et des efforts de production de presse émergents qui quittaient l'espace ottoman pour trouver des espaces moins restrictif, si l'on veut, donc qui allait vers le Caire ou après vers le monde américain. Donc, dans l'immigration, il y a déjà beaucoup de gens qui ont des formations en tant que journalistes, qui vont établir des efforts de presse. Et après, il faut aussi comprendre la diversité du marjad américain. Donc, il y a la plus grande communauté qui s'établit effectivement au Brésil.
Mais il y a des communautés énormes aux États-Unis, en Argentine et au Mexique. Donc, c'est là qu'on va trouver aussi la concentration d'une presse mahjari et en lien les uns avec les autres et en déplacement entre ces espaces. Donc, on trouve par exemple dans la dizaine de journaux qui se produisent déjà à Mexico, par exemple, en 1910, qu'ils vont citer, ils vont reproduire des articles qui ont été publiés à New York, dans Al-Huda ou d'autres journaux, qui vont recevoir des journalistes qui font des tours et qui vont aussi reproduire des échanges épistolaires ou des contributions de gens qui envoient des contributions de l'Argentine, de l'Amérique centrale, des Antilles, etc. Donc, c'est vraiment, on pourrait penser que c'est dans la presse qu'on construit une énorme conversation transnationale. Et ça, c'est déjà très important. Et, je voulais vous parler aussi des temps de la presse arabophone dans la région, parce qu'il y a, oui, une continuité des migrations, de déplacements, de pratiques transnationales, mais il n'y a pas une continuité dans la langue. Donc, on trouve que pendant qu'il y a cette presse en arabe qui se produit très tôt, et assez vite aussi, elle va passer aux langues régionales à travers initialement des publications bilingues. Et éventuellement aussi, il y a une migration dans la langue. Et on va trouver dans chaque espace la production d'une communauté qui s'identifie toujours comme arabe, mais qui produit une presse plutôt en espagnol, en portugais, en anglais, etc. Donc ça commence à se passer déjà dans les années 1930. Et c'est là, en fait, qu'on trouve un contraste aussi très important entre les publications initiales, qui sont souvent très éphémères, dans le cas du Mexique. C'est notable parce qu'ils sont souvent aussi, ou ils ont été souvent liés à des projets politiques éphémères. Non. Donc, à des candidatures des notables de la migration pour occuper ou non la place de consul ottoman au Mexique, à des échanges et des débats aussi plutôt de la configuration naissante des nationalismes syriens, libanais, et aussi à l'arrivée de France comme administratrice des nouveaux mandats sur la région, non. Donc, il y a un moment de initial éphémère en arabe. Il y a le moment quand on passe de l'administration ottomane à l'administration française est très intense et d'une grande productivité, mais aussi éphémère. Et éventuellement, dans les années 30, on commence à produire une presse qui va être très durable, qui va être produite jusqu'aux années 1990, mais en espagnol. Donc, il y a ces moments différents de la production de presse dans le Mahjar. Et là, je voulais aussi passer à deux questions que je trouvais importantes, qui étaient les grands débats de cette presse au Mexique et comment ils se structurent et à qui ils interpellent, non? Donc, dans l'article, dans ma contribution, je parlais d'un premier débat qui est très important et en même temps que finit très tôt et que se déroule autour de la mobilisation des militants palestiniens qui vont faire le tour de l'Amérique latine dans le cadre de la guerre de 1938 déjà. Donc, ça, c'est important parce que ça nous montre du coup une politisation en Amérique latine autour d'une question palestinienne très tôt. Ce n'est pas 48, c'est 10 ans avant, non? Qu'on a des tournées et des gens qui vont inviter les populations du Marshall à faire écho à un moment critique. Et ce qui se passe là, dans le cas du Mexique, est un espèce d'échec.
parce que, en fait, et on pourrait dire que c'est lié à une démographie particulière de la migration dans le cadre mexicain, où on trouve très peu en fait des familles qui arrivent de la Palestine ottomane ou britannique. Ce sont plutôt des gens qui arrivent de la Syrie et le Liban, mais aussi parce que c'est un margeage démographiquement maronite. Donc, il y a un 80% de gens qui arrivent et qui sont maronites. Et si on compte bien les Syriens, ça serait en fait un 40% qui serait plutôt aussi juif. Donc, il n'y a pas un écho, il y a pas un développement. Et en fait, éventuellement, ce qu'on trouve est une représentation initiale de la Palestine comme une espèce de grand jardin et, d'une beauté naturelle et spectaculaire, et la construction éventuelle une moralisation de ce qui se passe dans cette géographie, et donc la construction d'une question palestine, mais qui a pas, d'écho que, en fait, les gens du Marshall dans le futur arabe d'une Palestine mise en question. Et donc, il y a ce côté-là. Et le débat, les grands débats de la presse arabe au Mexique, donc, devient en fait un débat autour de la réception dans le contexte américain et du fait de sa réception comme une migration désirable ou non. Et, et ça commence en même temps, mais ça dure 30 ans. Et ça implique tout le monde, et ça implique en fait aussi les grands idéologues d'un Mexique révolutionnaire et post-révolutionnaire dans des grands débats autour de qui est désirable et pourquoi, non? Et là, ça devient une grosse question avec les interventions que se déroulent et en fait où les débats sortent de la presse communautaire pour impliquer aussi, citer la presse qu'on dirait mainstream en espagnol au Mexique. Et voilà, donc ça serait... Et là, je dirais que c'est important de récupérer le fait que cette presse est très difficile d'accès parce qu'on n'a pas vraiment des archives. Elle n'a pas été préservée pour un deuxième moment, pour une deuxième lecture. Et en même temps, que ceux qu'on accède relativement facilement et sont les moments plus tardifs, donc la moitié du XXe siècle. Et, et du coup, en fait, ce qui est produit par les communautés, mais plus en langue arabe. En vous écoutant, j'ai une question quasi immédiate. Quid de la situation actuelle? Alors, je sais que vous avez dit qu'il y avait eu une migration de la langue, mais est-ce qu'on a une affirmation, je dirais, pardon pour le mot, il est peut-être anachronique, identitaire, et est-ce qu'on a toujours les héritiers de cette presse-là? Est-ce que ça existe encore au Mexique? Là, je dirais qu'il y a, par exemple, des publications par, sont plutôt des centres sociaux. Donc, El Centro Libanés produit une espèce de revue qui s'appelle Betna. Il y a au nord du Mexique, Mexpal, le centre mexicain palestinien libanais, qui aussi a une publication. Mais je dirais que il y a une vraie rupture dans la production dans les années 90 et que ça cesse en tant que production transnationale et ça devient très local et très restreint et accompagne en fait les processus d'industrialisation de ces espaces d'élite en fait aussi. Et, et donc ça devient autre chose.
Merci. Vous faisiez référence aux années 90. Dans les années 90, après l'invasion du Koweït par l'Irak, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et parmi les épisodes, je dirais, collatéraux, on se souvient tous, pour ceux qui avaient suivi cette époque, le rachat d'un journal libanais qui était El Hayat, si je ne m'abuse, et qui est soudain devenu un journal central dans les publications rachetées par l'Arabie Saoudite parce que les dirigeants du royaume se sont rendus compte qu'il était important de disposer d'un outil médiatique pour pouvoir influer et influencer. Et donc, Amal Nader, en prologue, avant que vous n'arriviez, j'ai dit que vous alliez nous parler finalement de cette presse arabe qui est présente au Royaume-Uni, qu'il y a deux cas qui illustrent son importance, 2017 et plus récemment 2021. Franck Mermier disait tout à l'heure que Londres a finalement éclipsé Paris. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous avez, voilà. Si, bonsoir. Non. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour l'équipe du CAREP et à sa tête, Salam Kawakbi. Et merci à vous, Akram Belkaïd, pour cette table ronde. Effectivement, avec Mohamed Bendahan, nous avons voulu étudier la presse arabophone à Londres au prisme des politiques du Golfe. Et nous avons au quotidien 3 journaux qui ont toujours rempli leur rôle et leur mission avec un professionnalisme sans faille. Indépendamment de leur ligne éditoriale, bien évidemment, ce qui fait d'eux des journaux de référence sur la place médiatique arabophone. Ces 3 journaux sont Asharq al-Awsat, Al-Arab et Al-Quds al-Arabi. Nous n'avons pas travaillé sur Al-Hayat parce qu'elle s'est arrêtée malheureusement, mais je peux dire un mot à la fin si vous m'accordez 1 minute. L'objectif de notre étude est de répondre à 2 questions. La première question, quelle place occupe cette presse ancrée dans ses pays d'origine, qui est les pays arabes, et en même temps qui a des exigences d'implantation dans un pays européen qui est l'Angleterre. Et la deuxième question, cette presse se considère-t-elle ou bien une presse arabe, pleinement arabe, et à savoir qu'une presse, la définition même d'une presse d'exil, elle sous-entend que les journalistes craignent pour leur vérité et par manque pour leur liberté, et par manque de liberté, ils choisissent l'exil. Ce n'est peut-être pas le cas de ces 3 journaux. Les éléments de réponse ont été recueillis à travers une analyse de discours de la production médiatique des 3 journaux sur des dates et des événements bien précis et en plus d'une enquête semi-directive avec un responsable dans chacun des trois journaux. Alors, pourquoi Londres? Franck Mermier l'a bien expliqué, l'importance de Londres pour la presse arabe. Je dirais rapidement que l'Angleterre, d'abord pendant l'Empire ottoman, était une destination pour les journalistes qui craignaient pour leur vie, pour leur liberté, etc. Ensuite, vient la période de la conquête britannique de l'Égypte en 1882, où là, les journalistes arabes convoitaient de moins en moins Londres. Entre les 2 guerres mondiales, la presse arabe a vécu un tournant important parce qu'elle s'est professionnalisée. La guerre, le conflit israélo-palestinien a obligé les journalistes palestiniens à s'exiler, donc d'abord dans les pays arabes, les pays de la région, mais aussi
dans les pays européens, aux États-Unis, etc. Donc, c'est la deuxième vague de migration vers l'Europe. S'ensuit et elle se prolonge avec la guerre du Liban, la guerre civile libanaise dans les années 70. Vient ensuite les guerres du Golfe, donc les journalistes koweïtiens, irakiens qui ont été aussi obligés de s'exiler. Et maintenant, la guerre en Syrie et voilà, les guerres récentes font aussi partie de cette vague d'exil. Il y a aussi un paramètre très important qui est le paramètre linguistique, parce que il faut dire que les ressortissants des pays du Golfe, les Syriens, les Koweïtiens, les Irakiens sont majoritairement anglophones. Donc, il est beaucoup plus facile pour eux de s'installer dans un pays anglophone que de s'installer ailleurs, en France ou ailleurs. Je dis deux mots aussi sur la genèse des trois journaux sur lesquels nous avons travaillé. Et dans ce cadre, j'ai interviewé donc trois personnalités importantes de chacun de ces quotidiens. Donc, Ibrahim Al-Jabin dans Al-Arab, qui est le responsable de la page d'opinion dans Al-Arab, Ghassan Charbel, le rédacteur en chef de Al-Sharq Al-Awsat, et Sana Alou, la rédactrice en chef d'Al-Quds Al-Arabi, qui nous ont, eux, raconté l'histoire de leurs journaux comme ils la vivent et comme ils la conçoivent. Le premier quotidien arabe créé à Londres est libyen, c'est Al-Arab. Et c'est le résultat du coup d'État en 1969 qui a mis fin à la monarchie en Libye. Et plusieurs journalistes ont été incarcérés, les journaux ont été arrêtés. Parmi ces journalistes, Ahmed Al-Salhin Al-Houni, qui était le ministre de l'Information et un journaliste libyen. Et après qu'il a été libéré, il décide de s'exiler à Londres et il crée en 1977 Al-Arab, le premier quotidien, donc arabe à Londres, mais contre toute attente, la ligne éditoriale d'Al-Arab n'a jamais choisi l'opposition, et Al-Arab a toujours défendu les politiques de Kadhafi dans le monde arabe. Le journal a connu plusieurs interruptions. Il a su à chaque fois renaître de ses cendres, et la dernière renaissance s'est produite en 2013 avec l'arrivée à ses commandes de l'intellectuel irakien Haytham Az-Zubaydi, qui est son actuel PDG et rédacteur en chef. Al-Sharq Al-Awsat est fondé par les deux frères saoudiens, Hicham et Mohammed Ali Hafez. L'idée était de créer un journal à l'instar de l'International Herald Tribune à Londres. Et le premier numéro date du 4 juillet 1978. Son rédacteur, Ghassan Charbel, nous rappelle que c'est un journal qui crée des passerelles entre entre l'international et le monde arabe. Al-Quds Al-Arabi se présente de son côté comme un quotidien politique arabe indépendant. Il a été fondé à Londres par le journaliste palestinien Abd el-Bari Atwan. C'est le quatrième quotidien arabe à Londres, parce qu'il y a eu l'immigration, on va dire, ou l'exil d'Al-Hayat entre-temps. La première édition à Londres, elle revient à avril 1989, mais l'idée de créer Al-Quds Al-Arabi à Londres était de créer une version internationale d'Al-Quds palestinien qui date de 1951. Avec le temps et les années, la version internationale a pris son envol et elle est devenue plus arabe que palestinienne. Bien sûr, le journal a connu des difficultés et finalement, Abd el-Bari Atwan a fini par vendre ce journal en 2013, comme on le sait.
Il apparaît clairement à travers les entretiens qu'on a menés avec les 3 responsables des journaux, il y a un certain nombre de constantes et de constats. D'abord, la presse écrite arabe actuellement, ce qui fait sa force et ce qui lui permet de vivre et continuer à vivre, c'est les articles de fond, les articles d'opinion, les enquêtes, les reportages, les analyses, donc les grandes plumes qu'elle puisse attirer. Deuxièmement, l'intérêt qu'elle porte pour la culture. Et troisièmement, les sites web de ces journaux qui ont donné une deuxième vie et une prolongation une pérennisation à cette presse écrite. En ce qui concerne l'aspect géopolitique, il est sans dire que les pays du Golfe, pour entrer dans le vif du sujet, souhaitent confirmer leur leadership sur le plan arabe et international. D'abord l'Arabie saoudite, comme vous l'avez dit, Franck Mémé. Donc d'abord l'Arabie saoudite, ensuite les Émirats, puis le Qatar, afin de forger une place, chacun une place sur le plan régional, dans le jeu des rivalités régionales, se servant du soft power, du nation branding, pour gérer leur réputation et asseoir leur pouvoir. C'est légitime, bien évidemment, et les médias, avec leurs différents supports écrits, audiovisuels et numériques, sont l'un des piliers importants de la politique étrangère et dont se servent chaque État dans sa communication sur le plan international. Cette dimension théorique prend tout son sens lorsqu'on comprend que la presse écrite arabophone, elle a évolué dans un contexte de concurrence médiatique sur le plan avec la naissance et l'émergence d'Internet, mais surtout avec un bouleversement du paysage médiatique arabe avec la naissance des télévisions satellitaires. L'évolution technologique a un prix et les pays du Golfe n'ont pas hésité à investir dans ce domaine. Je vous présente maintenant quelques résultats de l'analyse du discours des quotidiens sélectionnés à travers la mise en parallèle des productions journalistiques, ce qui permet de dégager les lignes éditoriales, les aspects politiques au-delà des frontières, la représentativité politique et typologique des contenus et des clivages qui existent entre chaque journal. Prenons 2 exemples. Le premier exemple ou la première focale concerne le début de la crise du Golfe en 2017. La crise du Golfe est le sujet phare qui a fait l'objet des manchettes et des unes des 3 journaux, sans exception. La différence est dans le traitement qui varie d'un journal à l'autre en fonction des différentes lignes éditoriales de chaque journal et reflète les appartenances politiques de chacun de ces journaux. Pour faire vite, j'ai envie de dire que dans ces multiples titres, Al-Quds Al-Arabi reprend la terminologie choisie par les autorités du Qatar et par Al Jazeera aussi. Donc, il y a une grande ressemblance, refusant la tutelle, toute tutelle, et subissant le blocus, Al-Hisar. Il n'hésite, Al-Quds Al-Arabi n'hésite pas à blâmer l'Arabie saoudite qui a accueilli le président américain à bras ouverts. 2 jours après l'éclatement de la crise, le journal explique à sa une que les 2 monarchies du Golfe préparent depuis très longtemps leur projet d'affaiblir Qatar. Al-Quds Al-Arabi prend ainsi parti pour le Qatar dans son conflit avec les Émirats et l'Arabie saoudite, contrairement à Sharq al-Awsat qui, pour sa part, défend le camp adverse. Le lendemain de la crise, nombre d'éditoriaux écrits par les plumes d'Asharq al-Awsat critiquent le Qatar
et Al Jazeera, dont on explique qu'elle est devenue la voix des terroristes et des frères musulmans. On dresse la liste des exigences attendues de la part du Qatar pour lever le boycott. On conseille indirectement au Qatar de faire preuve de plus d'humilité en le comparant à une goutte dans l'océan ou à un chat assiégé à la recherche d'un exutoire. La position d'Al-Sharq al-Awsat envers le Qatar rejoint celle d'Al-Arab, dont la ligne éditoriale penche vers les Émirats arabes unis, comme le montrent différents titres, d'ailleurs, traitant de la crise du Golfe. La position des Émirats est mise à chaque fois en exergue. Comme pour Al-Sharq al-Awsat, le journal Al-Arab énumère aussi les conditions saoudiennes pour lever le boycott. Il relie le terrorisme au Qatar, Al Jazeera aux frères musulmans et aux groupes armés suspects. Chacun des trois journaux rapporte le discours des responsables politiques des pays qui lui sont favorables ou qui lui sont proches. La deuxième focale, c'est celle du conflit entre l'Arabie saoudite et les Émirats dévoilée le 5 juillet 2021. Une fois la crise du Golfe touche à sa fin avec la réconciliation entre les dirigeants saoudiens et qataris, un autre désaccord émerge, cette fois entre l'Arabie saoudite et les Émirats. Une mésentente révélée au grand jour à la suite du désaccord sur la production de pétrole entre les membres de l'OPEP et les Émirats et leurs 10 alliés via l'accord OPEP+. Ce qui a entraîné l'annulation d'une importante réunion interministérielle le 5 juillet 2021. Au lendemain de l'annulation de la réunion d'OPEP+, Al-Quds al-Arabi évoque une grave crise entre l'Arabie saoudite et les Émirats. Le journal cite des sources anonymes qui lui auraient confirmé l'existence d'un réel fossé entre Riyad et Abu Dhabi. Il explique que les points de vue divergent sur un certain nombre de questions, du pétrole au rapprochement saoudio-qatari en passant par le Yémen. Un autre article renchérit pour mettre l'accent sur les anciennes divergences entre les deux pays. Donc, le rejet par Abu Dhabi de l'accord OPEP+, et l'interdiction de voyage entre l'Arabie saoudite et les Émirats sont présentés par le journal comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des divergences entre les deux pays. Pour Al-Sharq al-Awsat, le conflit n'existe pas. La crise entre l'Arabie saoudite et les Émirats n'existe pas. Il s'agit juste d'un problème purement économique concernant le pétrole et le prix du pétrole. En revanche, contrairement à Al-Quds al-Arabi, le journal publie le 4 juillet l'information sur l'interdiction du voyage entre l'Arabie saoudite et les Émirats en évoquant un problème en lien avec la Covid et absolument pas en lien avec une quelconque crise. Ce qui attire cette fois l'attention, s'agissant du journal Al-Arab, ce n'est pas la publication, mais la non-couverture de l'événement. La crise entre l'Arabie saoudite et les Émirats passe sous silence dans Al-Arab. Il y a une petite information timide sur l'annulation de la réunion interministérielle sur l'OPEP+, mais dans un cadre purement économique. Le sujet donc qui touche avant tout les Émirats, parce que c'est les Émirats qui ont un problème avec les pays d'OPEP+, n'a pas été couvert. Pour conclure cette présentation, et je peux dire que l'analyse des titres des trois journaux montre un rapprochement entre Al-Arab, qui soutient ouvertement les Émirats arabes unis, et Al-Sharq al-Awsat, qui s'aligne sur la politique saoudienne. La rupture avec Al-Quds al-Arabi est évidente. Ce dernier défend le Qatar dans son conflit politique avec ses voisins tout au long de ce conflit. La couverture de la crise du Golfe en 2017 ne laisse l'ombre de doute que quant aux affiliations de chacun
de ces journaux à travers l'analyse de leurs lignes éditoriales. Le conflit entre l'Arabie saoudite et les Émirats en 2021 a la particularité de mettre dans l'embarras et Al-Arab et Al-Quds et Al-Sharq al-Awsat, ce qui explique le silence observé par ces deux journaux à ce sujet, alors qu'Al-Quds al-Arabi révèle l'affaire au grand jour. En ultime conclusion, les résultats de l'étude confirment bel et bien que cette presse arabe publiée à Londres est bien une presse arabe, pleinement arabe, et non une presse d'exil, une presse qui soutient les pouvoirs politiques dont elle est proche en devenant son porte-voix prestigieux parce que publiée à l'international et parce qu'elle vise un lectorat beaucoup plus large qu'un lectorat local. Elle participe à l'explication des choix politiques de ces pays sans intention de les critiquer. Elle ne joue absolument pas un rôle d'opposition, mais attention, ce n'est pas pour autant qu'elle est une presse de propagande. Ce n'est absolument pas une presse de propagande. Elle a réussi au fil des années à se forger une place respectée sur la scène médiatique arabe. Elle est reconnue par les confrères, par les journalistes, qu'elle est une presse de référence et par le lectorat qu'elle est une presse de qualité. Elle relève donc davantage d'une presse arabe offshore que d'une presse d'exil, vu que les trois journaux ont été édités et publiés à Londres et n'ont jamais émigré vers un autre pays. Et si vous permettez, cher Akram, je dis un mot sur Al-Hayat qu'on n'a pas étudié, mais au-delà des journaux analysés, l'exemple d'Al-Hayat qui a fermé définitivement ses portes en 2018 illustre aussi le fait que cette presse n'existe que tant qu'elle remplit sa mission de porte-voix prestigieux. Al-Hayat, elle mérite une étude à part entière, et elle était sans conteste l'un des grands journaux arabophones, un grand quotidien arabe. Elle est fondée à Beyrouth en 1946, puis exilée à Londres en 1988 après l'assassinat de son fondateur, le journaliste Kamel Mroué. Le journal devient le rival d'Al-Sharq al-Awsat. Il s'agit d'ailleurs du seul titre correspondant à la définition d'une presse d'exil. Il a été racheté, comme vous l'avez dit, par des hommes d'affaires saoudiens. Et avec la crise mondiale dont souffre la presse écrite, quelques mois ou peut-être un mois avant sa tentative de se transformer en pure player et devenir juste un site Internet, Al-Hayat a fermé ses portes. Merci pour votre attention. Ce que vous nous dites démontre qu'il y a peut-être aussi une dimension économique à cette question, parce que, ma foi, ce sont des journaux normalement, théorie, ne devraient vivre que par leur vente et donc par leur lectorat, mais aussi par la publicité. Et c'est ça qui est toujours qui interpelle. Alors ça vaut pour les diasporas arabes, ça vaut aussi pour les diasporas, je dirais, subsahariennes. On constate ici et là qu'il n'y a pas d'exemple marquant de publication écrite capable, en offshore, comme vous dites, ou en exil, capable de s'imposer uniquement par ses ventes et par donc son lectorat. Et ça m'amène à vous demander, mais qui achète ces journaux aujourd'hui? Qui achète Sharq al-Awsat? À Paris, je crois qu'on ne le trouve quasiment plus. Enfin, il faut aller sur les champs ou peut-être à Saint-Michel et les Gobelins, voilà, les gares, peut-être. 15e arrondissement aussi. Mais moi, je me pose toujours la question, quelque part, est-ce que ces journaux ont une préoccupation économique ou est-ce que, comme vous dites, sachant qu'ils ont un rôle de propagande haut de gamme, ma foi, c'est un facteur secondaire?
Là, vous me posez la question la plus, la plus épineuse et la plus difficile. Vous savez, le financement des journaux et des quotidiens est un sujet tabou. Euh, Officiellement, on ne sait pas qui finance qui finance exactement ces journaux. Mais on le sait. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons voulu faire une étude du discours parce que aller chercher vraiment les sources de financement, c'est peine perdue. Mais il y a eu quelques travaux sur ce sujet et moi j'ai emprunté le thème et le mot offshore de l'intellectuel et l'ancien ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis au Yémen, William Roos, lui a consacré un livre sur la presse arabe. Farouk Abou Zaïd aussi, il a consacré un autre livre un peu plus ancien sur la presse arabe, Elias Hanna Elias. Vous avez parlé aussi d'autres auteurs, Franck Permier, et peut-être vous connaissez plus que moi. D'ailleurs, on a dû se poser la question, comment on évoque la question du financement dans notre article, parce qu'il n'y a pas de données exactes. Mais ce que je peux dire en général, c'est que cette presse bien sûr, elle ne vit pas avec ses ventes, surtout maintenant. Cette presse, elle vit, bien sûr, elle vend des numéros, mais c'est les habitués, les nostalgiques, les intellectuels, une certaine élite qui achète ces journaux. Et maintenant, de plus en plus, on a le réflexe d'aller lire cette presse sur Internet, sur les tablettes, sur le téléphone. Donc, du coup, on ne la paye plus, elle est gratuite. Et donc, cette presse, bien sûr, elle compte d'abord sur ses publicités et sur la publicité qu'elle diffuse, mais aussi sur les hommes d'affaires qui la financent aussi. Ce que je veux dire, c'est que à travers ce que j'ai dit dans cette présentation et ce qu'on a dit depuis le début, c'est que chacun des journaux, il a un penchant vers un État ou un autre. Euh, euh, Bien sûr, parce que cet État, il finance le journal, mais l'État ne finance pas le journal directement. Le financement vient toujours de manière indirecte à travers des hommes d'affaires qui vont investir dans cette presse et forcément, ces hommes d'affaires, ils ont des affinités avec tel ou tel gouvernement, tel ou tel État. Voilà la réponse. Et c'est ce que résume, que ce soit nos lectures, que ce soit ce qu'a écrit William Russ, ce qu'ont écrit les différents auteurs qui se sont penchés sérieusement sur le financement de cette presse. Moi, j'avais en tête poser la question de qu'est-ce que ça veut dire offshore? Parce que, en fait, du point de vue économique, c'est un peu une stratégie pour évacuer la responsabilité ou pour évacuer. Je ne connais pas les auteurs dont vous parlez, Amal. Et donc, c'est une vraie question. Je voudrais savoir plus sur comment ils utilisent et comment vous récupérez et le concept, parce que je l'avais toujours associé plutôt à des régimes fiscaux, à des régimes qui évacuent ou qui permet en fait de faire ce qui n'est pas permis ou je sais pas si dans ce cas c'est de dire ce qui n'est pas euh, euh, formulable dans d'autres espaces ou non. Et je voudrais revenir, Aklam, sur la question que tu me posais autour de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un domaine que je n'ai pas du tout abordé, ni dans la publication, ni dans la présentation. Mais ce sont deux domaines entrelacés. Il y a la question de la traduction. Et qu'est-ce qui se passe et comment les textes arabes voyagent toujours vers l'Amérique latine, mais à partir des années 50
de plus en plus en traduction, donc, et qui traduit et qui finance les traductions, etc. Parce que là, il y a des efforts que se superposent, je dirais, donc c'est un tasse. Et quelque chose qui est pas lié aux migrations ou au mahjar tel qu'il était constitué dans le cas du Mexique, mais le voyage est de plus en plus visible de l'arabe lié à l'islam. Donc, de la présence des textes et en écrit et sur Internet que j'appellerais pas une presse, mais si, qui font partie d'un paysage de l'écrit et d'un paysage de déplacement des écritures, si tu veux, et qui sont liés, dans le cas du Mexique, à tout un processus de conversion, parce que l'islam mexicain est un islam de conversion, ce n'est pas un islam diasporique. Donc, à l'institutionnalisation et la conformation de communautés, et dans ces 20-30 années, et qui vont mobiliser et visibiliser l'arabe en tant que langue de l'islam, ou langue de la prière, ou langue des textes sacrés de l'islam. Voilà. Oui, c'est en fait offshore, c'est simplement extraterritorial, quoi. Enfin, si on, voilà, c'est juste. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a un effet, ce que vient de dire Camilla, ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire c'est très important que ce soit à l'extérieur des pays arabes, parce que ça donne quand même, ça confère quand même une plus grande liberté dans le choix des textes, etc. Bien que si l'on examine aussi, par exemple, prenons le Sharq al-Awsat, il n'y a presque rien sur l'Arabie Saoudite, au-delà de ce qui est officiel. Mais il n'y a aucun reportage sociétal, véritable, etc. Donc, c'est véritablement, et je dis ça, c'est pour rebondir sur un élément extrêmement important, c'est que souvent on se pose la question de qu'est-ce que c'est le monde arabe. Je veux dire, est-ce que le monde arabe existe? Est-ce qu'on peut parler des mondes arabes, des sociétés majoritairement arabes? Il y a plein de dénominations parce qu'effectivement, c'est un monde, déjà, ça fait quelque chose d'enclos. Et puis, deuxièmement, tout le monde ne se reconnaît pas aussi dans cette définition-là, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend les titres des journaux, Moyen-Orient, Sharq al-Awsat, l'arabe, les Arabes, l'Arabi Jadid, le Nouvel Arabe, Al Jazeera, bon, c'est la péninsule, mais enfin, je veux dire, etc., etc. En fait, il y a une vision, enfin, il y a un effet performatif, c'est-à-dire et si on prend les contributeurs à ces périodiques, ils sont en général du Maghreb et du Mashrek. Hein. Il y a vraiment une insistance à ce que tous les pays soient représentés pratiquement. Si on prend par exemple la page de l'Arabie Jadid, où Salam intervient d'ailleurs chaque semaine, on voit bien qu'il y a en fait différentes nationalités arabes qui sont représentées, etc. Si on prend Al-Quds, on voit aussi que c'est la même chose. Hein. Donc il y a véritablement, et même on me dit souvent aussi qu'Al-Quds, c'est beaucoup lié au Maghreb aussi, parce que justement, il y a pas mal de choses sur le Maghreb, etc. Donc finalement, il y a un effet performatif sur le fait de faire exister cet espace arabe à travers cet espace virtuel, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et si je peux rebondir juste sur un élément, parce que pour compléter un petit peu le fait, parce que là, on parle d'une presse officielle quelque part. L'Arabie Jadid fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Fadaat, etc., où il y a donc lié au régime de Qatar, mais je veux dire, c'est un groupe audiovisuel avec différents éléments dedans. Donc, comme vous l'avez dit, il y a toujours un intermédiaire. Enfin, ce n'est pas le régime directement, etc. Mais il y a aussi ce que je peux appeler aussi, ce qu'on pourrait appeler des espaces arabes alternatifs, qui jouent le même rôle, c'est-à-dire d'intervention sur un espace arabe aussi Maghreb-Mashrek, mais qui, lui, n'est pas financé par les États, enfin, ou par les régimes, on va dire. Par exemple, je prends les sites internet culturels ou politico-culturels tels que Racif 22, Trottoir 22, Daraj et d'autres encore. Hein. Pardon ?
Oui, Nawat, etc., etc. Alors justement, dites Nawat, etc. Donc, il y a aussi un autre élément à prendre en compte. Donc, ceux que je viens de citer, ils ont plutôt une tendance plutôt moyen-orientale, je dirais, proche-orientale, mais arabe, proche-orientale. Et puis, il y en a d'autres qui ont par contre un effet sur les espaces nationaux. Celui que vous avez cité, Nawat, etc., ou de plus en plus Al-Moudoun, par exemple, qui est de plus en plus sur le Liban, etc., etc. Et donc, il y a véritablement toujours à prendre en compte, en fait, lorsqu'on étudie la presse ou les médias arabes, cette double échelle, en fait. L'échelle nationale et l'échelle panarabe. Et l'échelle panarabe, en fait, c'est là où interviennent les régimes aussi. Et c'est là où se constitue également un contre-discours ou une contre-culture alternative, panarabe mais alternative. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, je crois c'est intéressant, c'est qu'en fait, cet espace arabe, il existe justement avec ces différents supports médiatiques. Alors, pour rebondir justement et vous répondre, Camilla, en fait, quand j'ai parlé d'offshore et j'ai repris le titre du livre Offshore Pan-Arab Print Media, c'est parce que c'est produit à l'extérieur, mais par des Arabes. Hein. Donc, ce n'est pas, ça n'a pas une connotation péjorative, non, mais c'est juste une image, hein, un peu du but de ces journaux. Ces journaux, effectivement, c'est des journaux arabes. C'est des journaux arabes et les autres produits par des Arabes, des journalistes arabes. Ceux qui écrivent dans ces journaux, qu'ils vivent à Londres, qu'ils vivent ailleurs, c'est des journalistes arabes. Donc, ils sont portés par des questions, par des problèmes, par des sujets, enfin voilà, le monde arabe. Puis, chose très importante, c'est que les responsables de ces journaux, les rédacteurs en chef qui font ces journaux, quand ils décident leurs pages, leurs articles, ce qu'ils doivent publier, etc., ils pensent pas au lecteur international, ils pensent d'abord au lecteur arabe interne et aux sensibilités internes, à la retombée, à la réaction, aux limites aussi hein, de ce qui peut être dit ou pas dit à l'intérieur. Mais on évoque dans ces journaux, contrairement aux journaux et à la presse locale, des sujets pan-arabes, comme on le dit, ou transnationaux, enfin, qui traversent les pays et qui intéressent euh, euh, une plus grande majorité de lecteurs arabophones, euh, en gros. On avait, juste pour l'anecdote, parce qu'on avait parlé de Kamel Mouroué, celui qui a créé Al-Hayat, qui est mort en 66, je crois, non après, enfin moi. 66, hein. Ouais, assassiné par le régime égyptien. Ouais. Mais il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle de Berlin à Beyrouth. Beyrouth à Berlin, pardon. Où en fait, en 41, lorsque les Anglais et les Français libres occupent le Liban et la Syrie, donc expulsent les forces vichistes de Vichy, et ben en fait, Kamel Mouroué, lui, il part. Il part avec des Français de Vichy qui vont fuir en Turquie. Et en fait, il se réfugie en Turquie, à Istanbul. Là, il retrouve d'autres nationalistes, alors ils sont plutôt nationalistes libanais ou syriens qui se retrouvent à Istanbul. Puis après, en fait, lui, il continue jusqu'en Allemagne. Et il va travailler, il passe par Vienne, et là, il rencontre une actrice célèbre dans un parc française. Là, il parle avec elle, etc. Il rencontre d'autres Français, et tout ça, qui sont tous fugitifs, en fait, comme lui, mais qui sont dans un espace, en fait, qui les protège. C'est l'espace de l'Axe italo-germanique. Et après, il va revenir après la guerre pour fonder son journal. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un aspect de la personnalité qui serait à prendre en compte, effectivement, dans l'histoire du journalisme aussi.
Moi, j'aimerais revenir, vous faire une réflexion sur la question d'offshore. En fait, finalement, l'offshore, c'est pas juste le fait de ne pas être dans l'espace géographique. Vous aviez raison. C'est on s'affranchit d'une contrainte. La contrainte, comme vous l'avez dit au départ, elle est fiscale, puisque les paradis fiscaux, les places offshore, c'était ça au début. Ça peut être les casinos, ça peut être autre chose. Mais je me demande aussi si c'est pas une manière de s'affranchir aussi d'une identité nationale, parce que vous avez posé la question sur ce qu'est le monde arabe. Il est évident que dès lors qu'on se réclame, il est plus facile d'être panarabe à Paris ou à Londres qu'à Alger, Beyrouth ou Bagdad. Parce que si vous avez une production d'un bien culturel, hein, dont vous avez l'ambition qu'il soit panarabe, c'est très difficile de le distribuer ou de le faire rentrer dans les foyers si vous êtes établi dans un pays arabe. Et je vais vous donner un exemple concret. Nous avons au Monde diplomatique une édition en arabe qui est publiée à Tunis et qui a énormément de mal, lorsqu'elle existait sur le papier, à être distribuée dans le reste du monde arabe. Parce que les douanes diverses et variées voyaient non pas un produit appartenant à un journal, à un réseau de journaux, voyaient un produit tunisien arrivant de Tunisie, et donc il y avait les lois qui rentraient en vigueur. Je rappelle que beaucoup de gens le savent parmi nous, qu'il est plus facile pour un Français d'aller en Irak qu'un Algérien ou un Tunisien, parce qu'il faut des visas, il y a plusieurs semaines d'attente, plusieurs mois, etc. Ça vaut aussi pour... Donc le côté panarabe, il est facilement revendicable, si j'ose dire, lorsqu'on est en exil que quand on est offshore. Voilà, C'est plus prestigieux aussi. Voilà, voilà. Je me tourne vers l'assistance. Je pense qu'on a peut-être des questions. Salem. Merci beaucoup pour les 3 interventions. Ça m'a beaucoup provoqué pour commenter tout ce qui a été dit, mais je sais qu'il y a très peu de temps. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais dire les choses d'une manière très rapide. Il y a une grande différence entre la presse arabe en France et celle que vous venez d'étudier. Parce que la presse arabe en France, à l'origine, a été créée, notamment dans les années 70 et 80, sous prétexte de fuir la répression et de fuir la censure. Sous prétexte que ses fondateurs l'ont prétendu, d'être dans un espace de liberté et de pouvoir écrire à quoi ils pensent et comment ils analysent des choses, qui était complètement faux. Et ça a servi comme boîte noire entre les différents régimes arabes, la presse arabe à Paris. الوطن العربي اليوم السابع المستقبل. اليوم السابع, la différence, c'est que le côté culturel dans اليوم السابع était très prestigieux, très riche. Ça faisait plus que 40% de la revue. Ça lui donnait quand même une crédibilité que les autres n'avaient pas. Et quand quelqu'un disait qui finançait quoi, moi, j'ai posé la question au rédacteur en chef de tous ces titres. Ils se sont moqués de moi. Ils ont trouvé que ma question était déplacée. Qu'on ne cherche même pas à savoir combien. Il y a une revue qui s'appelait Arabize. Quand j'ai demandé à son rédacteur en chef combien le chiffre de votre distribution, il m'a regardé comme ça, il m'a dit quoi? Distribuez quoi? Je lui ai dit combien vous distribuez dans les kiosques? Il m'a dit on touche le prix du numéro avant qu'il aille à l'impression. Alors, c'est vraiment un phénomène tout à fait particulier, Paris. Par contre, Londres, c'est exactement comme vous avez décrit, Ashraf Awsat, Al-Hayat. Al-Hayat, non, c'était une décision politique, ce n'était pas du tout une décision économique. Ces pays ne regardent pas le côté économique. Al-Hayat a été remplacé maintenant par Al-Majalli, qui est réapparu à Londres il y a quelques semaines. Al-Majalli qui a disparu avec Al-Hayat aussi, il y a un temps. Al-Hayat, tout le problème, c'est Khaled Ben Sultan, le propriétaire, qui refuse qu'elle soit republiée. C'est tout. Alors, le propriétaire, il est nominé, c'est un prince, Khaled Ben Sultan, qui était ministre de la Défense à l'époque de la guerre du Golfe.
Al-Hayat, elle a toujours appartenu aux Saoudiens, même à l'époque de Kamel Mroué. Pour ça, il a été tué, parce que règlement de compte entre Abdel Nasser et l'Arabie Saoudite, à l'époque, on a assassiné Kamel Mroué. Et je vous rappelle la phrase très connue de Bchar al-Khouri quand il a reçu le rédacteur en chef de la presse libanaise au palais de Bagdad. Il leur a dit, la presse libanaise à l'époque, il leur a dit « Bienvenue dans votre deuxième pays, le Liban ». Alors, c'est pour vous dire que toute la presse arabe ou libanaise, surtout, qui profitait de la liberté, tout ce qu'on disait à l'époque, était aussi servait des intérêts des autres pays. Al-Arabi Jadid, elle appartient à cette maison. C'est-à-dire, la première création, c'était le Centre arabe. Al-Arabi Jadid fait partie de ce groupe. Il y a la télévision Al-Arabi 1, Al-Arabi 2, Al-Arabi Jadid, Al-Mudun au Liban. Il y a Arab 48, il y a Ultrasaut, il y a plusieurs sites nets. Quand on parle des sites indépendants, désolé, dans les médias, plus rien n'est indépendant. On peut être des indépendants quand on écrit nos articles, mais la structure n'est pas indépendante. Al-Jamhouria n'est pas indépendante, Daraj n'est pas indépendant. Parce qu'on ne peut pas vivre indépendamment. On court toujours pour chercher le financement. Daraj et Mégaphone et Al-Jamhouria cherchent toujours des financements. Et les financements sont souvent financements européens ou américains. Donc, il y a un financement qui n'est pas lié à la vente ou à l'abonnement ou à la publicité. Et dernière remarque, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, chaque Awsat al-Hayat, il y a un petit détail qu'on oublie assez souvent, que la version vendue en Arabie Saoudite, ce n'est pas la même qui est vendue en Europe. Et ça, c'est très important à observer, à analyser et savoir qu'est-ce qui est différent. Et ce qui est différent, c'est énorme. Par contre, Al-Arabi Jadid a été créé, maintenant Al-Arabi Jadid n'est plus un journal pour émigrer. Al-Arabi Jadid, c'est basé à Doha. Alors, c'est un journal qatari qui est à Doha. Il a choisi Londres parce qu'à un moment donné, il y avait une volonté de son fondateur, qui est Azmi Bchara, d'avoir un peu, de recruter des journalistes de l'ensemble des pays arabes qui se trouvent en Europe. Finalement, il a trouvé que la meilleure solution, c'est de les avoir tous à Doha. Et ce qui s'est passé maintenant. Alors, chaque Awsat al-Hayat, la version Arabie Saoudite et la version Londres, énormément de différences. Et c'est là où on trouve que parce qu'on parlait de Al-Hayat comme un journal très libéral, mais les articles libéraux dans Al-Hayat qui paraissaient à Londres, on ne pouvait pas les lire en Arabie Saoudite, à l'époque où l'Internet n'était pas très développé, bien entendu. Maintenant, les choses sont différentes. Merci. Oui. Vous avez répondu. Merci beaucoup. Vous avez répondu à une de mes questions, mais j'aimerais savoir, et peut-être vous en avez fait allusion et je l'ai raté, dans quelle mesure ces journaux arabes font-ils de reportages sur ce qui se passe dans des pays non arabes et sur des sujets qui ne sont pas arabes. Et le deuxième volet de cela sera le degré de l'influence des gouvernements successifs. Donc la question d'indépendance est trop compliquée. Par exemple, sur les crises actuelles au Soudan, en Afrique subsaharienne, je crois que la Turquie doit figurer sûrement, mais est-ce qu'il y a beaucoup de reportages sur ce qui se passe dans des aires qui n'ont pas d'histoire arabe? Bien sûr, probablement, ils ont des arabes, mais vous comprenez ce que je veux dire? Merci. Alors, vous savez, quand j'ai commencé l'étude, vous m'entendez? J'ai voulu travailler parmi les événements choisis, le Brexit.
Parce que je me suis dit, c'est quand même l'événement phare en Grande-Bretagne et c'est des journaux qui sont implantés en Grande-Bretagne. Donc, le Brexit doit occuper une place extraordinaire. Eh bien, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne couvre pas l'actualité internationale, mais on couvre l'actualité internationale quand elle intéresse le lectorat arabophone et quand elle s'élève au niveau d'événements couvrables sur le plan international. C'est-à-dire, dans le monde arabe, on va couvrir les gilets jaunes, hein, parce que ça devient un phénomène international, je dirais. Enfin, ça intéresse tout. Mais tout ce qui relève des questions, que ce soit britanniques ou que ce soit local, mais sur le plan international, non. Si ça ne s'élève pas au niveau d'être un événement international qui intéresse tout le monde, il ne va pas être couvert de... Voilà. En lisant ces journaux, même sur le Brexit, qui est un sujet très important, j'étais choquée. Après, on a dû supprimer parce qu'on n'avait pas assez de données. Bah, ça a été couvert comme n'importe quel autre événement. Mais voilà. Oui, mais pas comme un événement. C'est-à-dire, le comportement du journal n'a jamais été un comportement d'un journal britannique. Non, c'est un journal arabe, qu'il soit à Londres ou pas, que ce soit un événement britannique ou pas, ça ne change pas vraiment la donne. Vous voyez? C'est le lecteur qui en gros, dirige ou inspire les versions et la couverture de ces journaux. Si je peux me permettre d'ajouter juste une chose, c'est par exemple qu'il y a aussi un très large focus sur tout ce qui concerne, par exemple, lorsqu'il s'agit de la France, alors il y a évidemment les gilets jaunes, comme vous avez dit, parce que finalement ça fait la une de tous les médias internationaux, d'accord. Mais en même temps, il y a aussi un focus selon les journaux, selon leur orientation idéologique, enfin, ou disons, difficile à... Mais par exemple, sur la question du voile, par exemple, ou la loi sur le séparatisme. Ça, soit ce séparatisme, par exemple, ce qui se passe en France, et là, ça va être reproduit d'ailleurs de façon assez différente selon les journaux. Et là, on va voir justement des inclinations alors liées au régime qui les soutient, etc., qui seront différentes, mais parce que justement, ça touche population musulmane. Voilà, c'est exactement ça. Après, je voudrais réagir, si c'est possible, juste mais quelques secondes seulement à ce que vient de dire Salam. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, tous sont financés d'une façon ou d'une autre par des organismes extérieurs, puisqu'ils ne peuvent pas compter ni sur les ventes ni sur la publicité. Ça, on est d'accord. Simplement, on pourrait dire aussi qu'il y a quand même une grosse différence entre des entreprises de presse qui sont capables de financer des centaines de journalistes avec des salaires conséquents, parce que l'Arabie, il y en a encore qui sont à Londres, hein, et donc ça coûte cher, même, et puis ceux qui sont à Doha aussi coûtent cher, l'Arabie Jadid, pardon. Et puis, là, on parle des journaux périodiques, on ne parle pas des télévisions, et puis des sites tels qu'Al-Jumouria, où il y a juste que quelques personnes qui sont salariées et encore mal salariées, je veux dire, de façon assez minimale. Je veux dire, il y a une différence énorme entre ces deux modèles économiques, ou ces 3 ou 4 modèles économiques. C'est des modèles économiques tout à fait différents. L'un qui est lié à une politique d'influence d'un État, quel que soit l'État, hein, je veux dire, et puis un autre qui est lié à un groupe politique, culturel, qui a, je veux dire, un message culturel et politique à faire passer, et qui effectivement va essayer, lui, de trouver des sources de financement qui soient, rien n'est neutre évidemment, mais qui soient les moins, qui aient le moins d'influence sur leur ligne éditoriale. C'est ça, en fait, la chose. Effectivement, après, tout le monde doit avoir des financements si on veut avoir des permanents. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement la renaissance d'Ahmad-Jallah. Et je crois qu'il y a un élément aussi qu'il faut dire, au-delà du fait que même les journaux qui sont liés à des régimes, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, etc., etc., et il y a quand même un élément très positif aussi.
parmi tous les éléments négatifs qu'on peut déterminer, il y a un élément aussi positif, ça permet à beaucoup de gens de vivre. Et ça, je crois que, par exemple, pour beaucoup de Syriens qui sont partis de Syrie, etc., ça a été un moyen aussi de trouver des opportunités professionnelles à d'autres Yéménites aussi, à d'autres, des Irakiens, etc., pas seulement des Syriens. Et donc, finalement, c'est une source qui permet aussi à beaucoup de gens de vivre, notamment en exil. Rajouter quelque chose sur la notion de couverture. Alors là, ce n'est pas de la presse écrite, mais en tant que praticien, je note souvent avec beaucoup d'intérêt, parfois de surprise, qu'une télévision comme Al Jazeera est bien plus ouverte sur le monde et pas simplement sur des affaires qui concerneraient l'islam, les communautés musulmanes dans le monde. Elle est bien plus, pour quelqu'un qui cherche à s'informer sur l'international, regarder Al Jazeera est parfois bien plus, je dirais, enrichissant que de regarder les télés françaises. Parce que, voilà. Et je ne parle pas du Jazeera en anglais, hein, je parle du Jazeera en langue arabe où il y a des reportages parfois. L'exemple qui me vient en tête, c'est il y a en ce moment des tensions au Burundi. Alors peut-être qu'il y a un intérêt des propriétaires de Al Jazeera dans cette région-là, mais je me dis que pour un téléspectateur qui voit qu'il y a de nouveau des tensions dans la région des Grands Lacs, que chercher dans les sujets des télévisions, je dirais presque européennes, il y a peut-être la BBC qui en parle, et encore. Voilà, donc ça, parfois, on peut être, je dirais, agréablement surpris aussi par rapport à des intérêts, je dirais, planétaires, et pas simplement focalisés sur l'actualité arabo-arabe. Je voudrais aussi réagir dans le même sens. Et là, je vous parle de cette presse historique de Mahjar. Et je suis un tout petit peu perturbée par une frontière trop dure ou trop fixe entre l'arabe et le non-arabe, ou l'arabité, la non-arabité, parce que en fait, le numéro qu'on a écrit ensemble est sur la presse arabophone, c'est-à-dire la presse qui s'écrit dans une langue, non? Mais après, Mahjar ou les espaces d'immigration, et sont des ouvertures sur le monde, justement. Donc, leur presse est une presse très, très globale ou très cosmopolite, en fait. Et je dirais que oui, en fait, on couvre, comme on ne le fait pas dans une presse hispanophone mainstream au Mexique, des sujets d'intérêt pour la communauté migrante, par exemple. Et des questions sur l'acquisition ou non des nationalités vis-à-vis l'administration française dans le Levant, etc. Mais en même temps, c'est vraiment une conversation globale. C'est vraiment une conversation où les journalistes s'intéressent au monde. Et oui, avec un regard particulier, mais je dirais que j'ai du mal à soutenir un contraste entre arabe, non-arabe dans le Mahjar. Est-ce qu'on a des questions sur les réseaux? Alors peut-être. Allez-y. Bonjour, je vous remercie pour cette table ronde et pour vos interventions enrichissantes. J'ai une question, c'est une interrogation que je me pose depuis un moment. Je lis quotidiennement Al-Quds al-Arabi, Al-Arabi al-Jadid, etc. À un moment donné, je lisais beaucoup Al-Hayat, etc. Mais sur Al-Quds al-Arabi, je me demande ce qu'il n'y a pas que l'influence, on voit qu'il y a l'influence qatari, mais il y a aussi l'influence marocaine. Pour lire quelque chose sur le Maroc, Al-Quds al-Arabi, il cite toujours ou bien des sources officielles marocaines ou bien un hebdomadaire français, Jeune Afrique pour ne pas le nommer. Et Jeune Afrique est devenu le porte-parole du pouvoir de la monarchie ici en France, sur tous les sujets. Et à chaque fois, je cherche quelque chose, alors que par rapport à l'Algérie, je précise, je suis marocain, j'appartiens à l'espace maghrébin, comme le définissait Mohamed Harkoun. Et sur l'Algérie, par exemple, on tape sur l'Algérie, parfois on cite,
Je ne veux pas dire que l'Algérie est une démocratie, le Maroc, non. Pour moi, c'est deux régimes. Pour moi, c'est deux régimes dictatoriaux. Il y a une dictature monarchique et une dictature militaire. Ça c'est pas un problème. Juste parce que, et en plus, il cite parfois la presse française sur des papiers critiques sur l'Algérie, mais une presse française plutôt à droite, mais limite d'extrême droite. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le conflit israélo-palestinien. On sait aujourd'hui que cette question ne fait plus le consensus entre les pays arabes, mais que les populations restent toujours touchées par ce problème et la Coupe du Monde au Qatar nous l'a bien prouvé, puisqu'on a vu les drapeaux palestiniens sur les stades, notamment mis en avant par les joueurs marocains, et c'était la première fois qu'on voyait autant de drapeaux palestiniens, ce qui signifie que la population arabe est toujours concernée par ce problème. Comment ces journaux traitent cette question-là, ou est-ce que eux aussi éclipsent cette question? Merci. J'avais une question par rapport à la presse de Marjar dont vous parlez. Vous avez cité au début qu'un pourcentage important de maronites, enfin la population du Chem était importante par rapport à cette appartenance maronite. Et après, vous avez cité les contenus de la presse qui sont plus dirigés vers l'islam. Donc, est-ce qu'il y a eu, enfin voilà, est-ce qu'il y a eu, quand ça s'est opéré finalement le changement au niveau sociologique et, sinon, juste un point sur la question de la dépendance, ça reste une question importante parce que oui, tant que le Jumhuriya va continuer à exister, tant que la ligne de ceux qui financent, ça reste aussi de l'argent qui vient des États, hein, enfin, ou des ONG qui vont financer, etc. Donc la question de l'appartenance posera, enfin des financements, posera à un moment donné la question de cette liberté d'expression finalement. Et sur la question de l'appartenance aussi arabe ou pas arabe, moi j'aime beaucoup le point que vous avez fait sur arabophone, parce que pour le Maghreb ça pose problème, parce que quand on parle arabe, c'est-à-dire arabe, c'est-à-dire ouais, kulna arabe, mais quand même, si on regarde la presse aujourd'hui après le Hirak par exemple, qu'on voit en ligne, il y a quand même beaucoup de questions sur la question berbère, etc., de ces appartenances, écrits en arabe, mais qui donnent lieu à cette diversité qui existe, hein, que justement ce discours pan-arabe avait complètement étouffé et enterré. Hein, donc, bon. Sinon, ce qui m'intéresse justement, c'est le marjar sud-américain. Merci. Je vais répondre en général, mais je commence par la réponse à Madame. Notre étude était focalisée sur les pays du Golfe. Hein, on n'a pas travaillé sur la question palestinienne. Mais pour vous répondre de manière générale, je dirais que en couvrant des questions épineuses, surtout quand il y a un clivage, que ce soit entre les pays voisins ou entre les décideurs et la population, c'est carrément un jeu d'équilibriste. Hein. Donc, on essaye de ne pas heurter les sensibilités, les populations. En même temps, on ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Hein. Généralement, parce que quand on réfléchit à chaque numéro de ces journaux, il y a dans la tête des décideurs, forcément, plusieurs paramètres. Il y a l'information. Vous savez, Rassan Touaini, père, il a écrit un livre sur son expérience, qui est le fondateur d'Al-Nahar.
Et il disait, à chaque fois que j'écris un article, j'écris 3 articles. Et à l'article auquel je pense, l'article que je vais pondre sur les papiers et le 3e, celui que je vais publier. Et donc, et je pense que tout un journaliste arabe, vu les contraintes qu'on connaît tous, il passera obligatoirement par ce chemin entre l'article pensé et l'article lu sur les pages. Pour le Maroc, parce que nous, on n'a pas travaillé sur la problématique marocaine, donc j'ai du mal à me prononcer. Peut-être Salam voudrait. Oui, oui. Le Maroc, Al-Quds al-Arabi, il est très lié à son directeur, son correspondant au Maroc, qui est très proche du Marsin. Il voulait le remercier, mais la réponse était, si vous le remerciez, vous n'entrez plus au Maroc. Alors c'est lui qui dicte leur ligne concernant le Maroc. Et ça fait partie des problématiques de la presse pan-arabe. Et juste pour rebondir sur que chaque journaliste, Hassan Toueni, il produisait 3 articles, je peux vous dire que les choses ont beaucoup changé. Hassan, c'est un maître, c'est mon maître, mais les choses ont beaucoup changé. Ici, dans cette salle, il y a 3 personnes qui écrivent dans l'Arabi Jadid. Ils n'ont jamais été leurs articles n'ont jamais été refusés, qui représentent la gauche, les laïcs, les marxistes même, si vous voulez. Leurs articles n'ont jamais été refusés, n'ont jamais été amendés ou modifiés. Alors, c'est pas pour dire que c'est une presse très libre, c'est pour dire que les producteurs de cette presse ou les gens responsables de cette presse sont devenus beaucoup plus intelligents qu'auparavant. Je peux rebondir là-dessus? Oui. C'est justement, c'est l'intérêt. Alors, juste, comme ça, je lis les 2 questions parce que Arabi Jadid, justement, le journal quotidien, enfin, qui est un site, en fait, donne une centralité très grande à la question palestinienne. Je veux dire, tous les jours, effectivement, c'est ce qui se passe en Palestine, ou le Quds al-Arabi aussi, qui fait la première, la une, en fait, s'il se passe quelque chose, évidemment. Donc, il y a cet élément un petit peu consensuel interarabe qui est autour de la question palestinienne, qui est en fait assez présent, en fait. Qui sera peut-être moins dans les journaux financés par les Émirats, par exemple. Par exemple, mais pour ce qui... Par contre, pour ce qui concerne l'Arabie Jadid, mais ça, c'est une observation personnelle, et effectivement, parce que j'avais un peu travaillé sur la question de Fadaat, le groupe là, auquel appartient l'Arabie Jadid. Et donc, finalement, cette question de pourquoi ces journaux, pourquoi cet ensemble, etc. Alors, évidemment, c'est pour avoir une implantation locale, puisqu'il y a en Palestine, au Liban, etc. Et puis aussi extraterritoriale, avec, à partir de Qatar, mais aussi à partir de Londres, etc. Mais aussi, c'est parce que c'est un moyen c'est très lié au projet de Azmi Bishara. Donc, c'est lié quand même à une vision politico-culturelle, etc., du monde arabe, et aussi à sa conception de l'arabité et de l'arabisme. Et puis, c'est aussi, ça fait partie aussi du courant qui relie les libéraux, on va les appeler comme ça, anciens marxistes souvent, et une partie des islamistes, parce que je lis aussi l'Arabie Jadid presque tous les jours, et donc je vois très bien notamment l'opinion. Et donc lorsqu'on disait au Yémen que Hachid et Bakil c'était les 2 ailes de l'imama, pour dire que l'imam il gouvernait avec les 2 grandes confédérations tribales du Yémen, là c'est les 2 ailes, c'est les libéraux et les partisans d'un certain islamisme qu'on retrouve d'ailleurs dans certains des commentaires. Et donc, effectivement, je rejoins Salam lorsqu'il dit que c'est une politique très intelligente, parce que ça ratisse large. Ça ratisse large et aussi, ça permet évidemment aussi de montrer une pluralité d'opinions, ce qui signifie pas qu'il n'y a pas de censure, évidemment. Je veux dire, dans tous les organes de presse, il y a des limites, à ne pas franchir.
Merci. Alors, au mahjar, ça dépend de quel mahjar, en fait, parce que les choses se passent différemment en Argentine qu'au Mexique, qu'à Venezuela, hein. Donc, mais en tout cas, par exemple, l'Argentine a concentré énormément les efforts de traduction de l'arabe vers l'espagnol et des productions des textes bilingues dès les années 1950. Et là, c'est déjà à ce moment-là qu'on a une traduction spécialisée ou une espèce de diffusion des textes centrales à l'islam. Donc, on produit des traductions de Coran, etc. Et on produit des revues autour de traductions de textes importants soufis. Et un peu plus tard, et, au Mexique, c'est beaucoup plus récent. Et ça commence avec les efforts de Dawa, qui correspond plutôt à la fin des années 80, années 90, et qui commence à avoir un effet important d'institutionnalisation dans les années 2000. Et c'est le même cas pour... Et donc, c'est début du XXIe siècle pour les mahjars latino-américains, sauf l'Argentin qui commence 50 ans avant. Je voudrais juste rebondir en un mot, tu as dit Franck et Salam. En fait, c'est évidemment, maintenant, on vit dans un autre monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information est partout. Enfin, même l'information n'a pas besoin du journaliste pour qu'elle soit diffusée. Donc, on ne peut pas mentir aux gens, ce serait aberrant. Mais après, reste le point de vue, l'opinion, les sensibilités à respecter. Et ça existe. Hein, ça, on peut pas on peut pas le nier. Après, ça dépend d'un espace à l'autre. Des questions de ceux qui me suivent sur les réseaux. Oui, il y a deux questions, je vais les regrouper en une. Une question de Monsieur Adib Chamas qui se demande si, avec l'émergence des nouveaux médias comme YouTube et tous les médias sur Internet, la presse écrite n'est pas simplement forcément liée donc à des régimes parce qu'il faut bien la financer. Et la deuxième question, c'est on sait qu'en France aussi, la presse écrite a beaucoup de mal à se financer et qu'elle aussi n'est pas totalement indépendante. Et encore, ça concerne le financement, puisqu'il y a des groupes comme Bolloré et autres, et qu'il existe des modèles comme les modèles économiques par Mediapart, où il y a des paiements, ou des modèles comme, par exemple, il citait Politis, qui vit uniquement des abonnements pour refuser. Est-ce même si on n'a pas de données sur les économiques et qu'il est difficile de les recenser, il existe des modèles de ce type d'autofinancement de certaines presses dites indépendantes. Voilà. Je dirais un mot et puis je vous laisse répondre, mais ça dépend le journal. Si on parle d'un site Internet qui n'a pas besoin, comme vous l'avez dit, hein, Franck, qui n'a pas besoin d'énormément de financement, là, ce serait moins compliqué. Si la structure est grande, là, on a besoin de plus de financement, donc l'enjeu est différent. Mais ce que je voudrais dire sur la presse écrite, et là, je rejoins, parce que moi-même, je suis journaliste, et je rejoins ce que nous ont dit au courant de cette étude les trois responsables des journaux. Aujourd'hui, la presse écrite, pour qu'elle puisse vivre et survivre et continuer à vivre, il faut qu'elle devienne un label, enfin, pas qu'elle devienne, qu'elle soit, parce qu'elle doit être toujours un label de qualité, donc une référence. Parce que l'information, comme je viens de le dire, elle existe partout, mais vérifier l'information, la mettre dans son contexte, lui donner son sens réel, c'est ça le rôle d'une presse digne de ce nom. Et donc là, elle ne sera pas remplacée, même si les formes ou les supports diffèrent. En tout cas, l'essence même du travail journalistique, ça restera celui-là. Juste, alors c'est une forme de réponse, hein, pas complète évidemment. C'est juste dire qu'un des
dans le titre du numéro 152 de l'AREM, donc sur la presse arabe hors de l'espace arabe, hein, j'insiste sur cette question d'extraterritorialité, il y a aussi effet de contexte. Et ça, c'est très important parce qu'on peut faire effectivement des comparaisons sur la presse mondiale en disant de toute façon, ce sont des entreprises de presse, aucune n'est indépendante puisqu'il faut du financement, etc. Mais il y a des contextes très différents. D'abord, il y a le contexte politique qui fait que le degré d'investissement dans la presse est différent dans des pays autoritaires que dans des pays à régime démocratique, quel que soit leur degré de démocratie, ou dans des régimes totalitaires, évidemment. Donc déjà, il y a un contexte politique particulier. Deuxièmement, il y a un contexte économique très important. C'est que c'est dans beaucoup de pays autoritaires, et on le voit aujourd'hui partout dans le monde, c'est la proximité par rapport à l'appareil d'État et au pouvoir qui donne les ressources, qui donne l'accès aux ressources. Et donc, ces ressources qui sont ensuite investies dans la presse, ou c'est des conglomérats privés, comme il existe dans les régimes capitalistes, dont beaucoup sont démocratiques. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà un effet de contexte très important. Donc disant ça, et ça c'est vraiment un résumé très schématique, hein, mais disant cela, je veux dire par exemple que pour ce qui concerne le monde arabe, il y a un modèle économique qui est très difficile. C'est celui de payer, par exemple, je vais dire un truc très très bête, c'est celui de payer par carte bleue, par exemple, par abonnement, etc. Et c'est pour cela que, par exemple, beaucoup de sites Internet de livres, par exemple, ont des problèmes aussi parce qu'ils ne peuvent pas avoir une diffusion panarabe. Parce que ça va être extrêmement difficile de toucher leurs clients, etc. Donc, il y a aussi des contraintes là qui sont d'ordre, j'allais dire, presque structurel, en fait, qui empêchent ce type de modèle. Et puis, un autre élément très, très important, c'est autre effet de contexte, c'est la pauvreté extrêmement grande d'une grande partie des sociétés arabes. C'est-à-dire, demander aux pays qui auraient le plus besoin d'avoir une presse libre et indépendante, c'est ceux qui sont dans un état aussi de pauvreté extrêmement important. Je parle de Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban aujourd'hui, etc. Et donc, la Tunisie aussi qui est en train aussi de connaître une grave crise, etc. Donc, finalement, on est en train de parler d'un phénomène qui peut exister avec un certain niveau de vie, un certain aussi régime aussi de pensée, de démocratique, etc. Donc c'est pour cela que c'est difficile de transposer des expériences d'un contexte à l'autre. Mais ça n'empêche pas d'être inspiré, évidemment. Je crois que nous atteignons la limite horaire de cette rencontre. Un remerciement à nos panélistes pour les analyses et les informations qu'ils nous ont offertes tout au long de ces 2 heures. Merci à vous pour votre attention et pour le public qui nous a suivis sur les réseaux et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.